Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Mesdames et messieurs, vous êtes bien évidemment en direct sur votre radio Victoire FM, également reçu toujours sur le www.radiovictoire.fm. Ou bien, vous n'avez pas cette possibilité, alors allez simplement dans Google Play Store et puis vous tapez Radio Victoire et vous téléchargez. Et puis, vous nous écoutez parfaitement comme si vous êtes dans Toko Habitat ici à Lomé, même la capitale togolaise. Avant d'aller aux urnes, le 20 décembre prochain, pour le compte bien sûr des élections législatives, les Togolais, tous ensemble, surtout ceux en âge de voter, auront donc à élire les élus locaux. On fait allusion donc aux élections locales. Et ces mêmes Togolaises et Togolais se prononceront également sur la modification des dispositions constitutionnelles. Et cette fois-ci sous le coup donc du 16 décembre. Cette annonce a été faite hier par la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que la CENI est en plein droit de faire ces annonces en ce moment même que les deux facilitateurs sont attendus et pendant que l'opposition est toujours en train de contester ces travaux intempestifs auxquels s'adonne la CENI? Messieurs et dames, mesdames et messieurs, pour en débattre, nous avons avec nous Monsieur Edem Abalo Atanti. Monsieur Edem Abalo Atanti, bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Vous êtes le secrétaire national de l'ANC, Alliance nationale pour le changement aux affaires politiques. Oui. Et vous avez été plusieurs fois membre de la CENI dont il est question aujourd'hui. Oui. C'est ça? Bien sûr. Ah d'accord. Alors, d'entrée de jeu ou bien avant de pouvoir rentrer dans le vif du débat, comment préparez-vous à l'ANC, les locales, le référendum et les législatives dans la période du 16 au 20 décembre? D'abord, je voudrais vous remercier, la radio, pour tous les efforts que vous faites pour accompagner les Togolais à s'exprimer, à se prononcer sur la crise aussi profonde que nous vivons aujourd'hui dans ce pays. Par rapport à votre question, oui. Comment nous préparons les élections à l'ANC? Oui. Les locales, le référendum et les législatives. Ah bon? Jusqu'à maintenant, je crois que un parti politique, qu'on le veuille ou pas, doit se préparer à tout moment pour aller aux élections. Oui. Mais dans les conditions actuelles, nous n'avons pas encore un tableau qui nous permet d'apprécier si nous devons aller à une élection ou pas. L'ANC n'y a pas encore statué. Non. Vrai? On ne peut pas aller... Vous êtes le responsable des affaires politiques. Je ne peux pas m'aventurer à dire de n'importe quoi. Oui. Je dis que nous n'avons pas un tableau de préparation, puisque à cette étape, nous devons faire les réformes politiques, c'est-à-dire les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Oui. Et à partir de ces recommandations qui ont été faites par la CEDEAO, et jusque-là, nous piétinons. Je ne sais pas comment on peut aller à une élection dans ces conditions-là. Oui. Alors, à cette allure, ou bien l'allure où vont les choses au niveau de la CENI, oui. Vous pensez que la mise en œuvre de la feuille de route piétine? Non, oui, bien sûr. Bon, au fait, oui. La CENI organise, ça, je suis très sincère et je suis fixé. La CENI actuelle organise les élections, que ce soit législatives et locales, comme vous venez de le dire, et consultations référendaires, sur la base de quel code électoral? Sur la base de quelle loi électorale la CENI organise-t-elle les élections aujourd'hui? On vous dira le code électoral qui a fait office en 2015. Ce code électoral est contesté. Obsolète? Obsolète. Elle est contestée aujourd'hui par la classe politique. Et ça fait partie de la crise que nous vivons en matière électorale.
ce code électoral doit être repris de bout en bout. Voilà, avant de revenir de fond en comble sur le code électoral qui, selon vous, est contesté et qu'on doit revenir sur ces articles de bout en bout, on vous a vu en tant qu'un des responsables, haut responsable bien sûr du parti Orange, on vous a vu ces derniers temps rassembler vos militants et vos représentants fédéraux dans plusieurs villes à travers tout le pays, disons à l'intérieur du pays. Et quels en étaient les objectifs? Non, vous savez, l'ANC est un parti organisé, bien structuré sur le plan national. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement nous avons 91 fédérations politiques. Dans tout le pays? Dans tout le pays. Et je ne prends pas en compte les fédérations de l'extérieur. Il est normal que, ayant en vision de gouverner ce pays demain, il est normal de donner des outils de gestion aux premiers responsables fédéraux de notre parti. C'est ce que nous avons fait pendant ces derniers mois. Nous avons pu former environ 555 responsables fédéraux. 555. Regroupant les responsables de la région des Savanes, de la région de la Kara, de la région centrale, de la région des plateaux ouest-est, la région maritime, qui aussi sont regroupés en trois groupes. Excusez-moi cette tautologie. Donc, on leur a donné les outils nécessaires pour diriger les fédérations. Parce que diriger, c'est différent de gérer. Oui, mais d'aucuns ont sous-entendu ce regroupement, ou disons cette formation à l'intention de vos militants comme une présélection pour ne pas parler de primaire en interne. Non, on a juste formé les responsables, les cadres et les responsables fédéraux. C'est-à-dire que leur donner les outils de planification des activités de leur fédération respective. Donc, ça n'a rien à voir avec la préparation des élections. Oui. Aucun lien. Aucun lien? Ouais. Oh. Voilà. D'accord. Alors, parlons à présent de la... À moins que les gens n'ont pas une idée claire de la gestion des fédérations. Lorsque vous avez une idée claire de la gestion des fédérations, il est normal, en tant que cadre, le parti a une responsabilité et un devoir de donner ses moyens de gestion, non seulement la gestion des ressources humaines, mais aussi la gestion des ressources financières. Ou peut-être l'ANC, entre-temps, avait peur que d'autres formations politiques seraient en train de vouloir vous damer le pion quelque part. Damer le pion dans quel sens? C'est mais... des fédérations qui existent. Il faut former les cadres de la fédération pour... Sinon, il y a eu des défections, on l'a constaté aussi, et certainement vous aussi, en tant que responsable aux affaires politiques, vous le savez, vous le saviez. Défections dans quel sens? Dans certaines fédérations. Oh, le militantisme, bon, c'est pas encore mon problème. Mon problème, c'est que les gens croient que quand vous renforcez les capacités managériales des cadres responsables des fédérations locales, vous vous préparez aux élections. Non. Là, vous n'avez pas une idée claire du pilotage, du fonctionnement d'un parti politique dans leur localité respective. Voilà. Il ne faut pas confondre les choses. Je le disais, parlons à présent de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Ouais. Vous avez été membre de cette CENI en 2010, en 2013 et en 2015, même si vous y arriviez toujours en retard. Oui. C'est ça, non? Oui. Le plus souvent. 10 jours avant les élections ou bien un mois avant les élections et puis après les élections, vous êtes parti. Et pourquoi? Donc, souvent? Pourquoi c'est le même scénario? Souvent, c'est que la CENI, selon le code électoral, est une structure permanente sans être permanente. C'est-à-dire qu'après les élections, on bloque le fonctionnement de la CENI. Alors qu'en réalité, une commission électorale nationale doit fonctionner en respectant toutes les phases du processus. C'est-à-dire la phase préélectorale, la phase électorale, la phase post-électorale, ce qui n'a jamais été réalisé dans notre pays. Donc, juste après les élections, on ferme les portes et vous êtes partis. Sur la forme et le fond, la CENI est-elle une structure indépendante selon vous? Voilà. La CENI togolaise, telle que prévue par la loi, n'est pas indépendante. Pourquoi? Oui. Plusieurs éléments l'expliquent. C'est que la CENI, telle que adoptée par les politiques togolais, je me rappelle dans les années 98,
devait être une CENI indépendante par rapport aux institutions de la République. Je prends particulièrement le cas de l'exécutif. Mais si je prends cet élément, c'est que la CENI n'a jamais été indépendante par rapport au gouvernement. Et je veux citer surtout le ministère de l'administration territoriale. Ça, c'est un élément. Or, la CENI, en réalité, en tant que structure indépendante, a double pouvoir d'indépendance. La CENI a double pouvoir d'indépendance. C'est-à-dire que la CENI a le pouvoir de mise en œuvre, d'exécution des décisions et le pouvoir d'orientation politique et de contrôle. Ça, c'est le double pouvoir de la CENI. Or, ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on implique le ministère de l'administration territoriale par ses départements, par ses préfectures ou autres, lorsqu'on implique les préfectures, les préfets, les secrétaires, tout ça là... Oui, mais la CENI travaille, agit. Non, je n'ai pas encore fini. Allez-y. Laissez-moi terminer. La CENI indépendante n'a pas besoin des interventions du ministère. À partir du moment où le ministère intervient indirectement, impliqué par une loi ou pas, la CENI n'est plus indépendante. Vous pensez? Il y a une influence. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, par rapport au financement de la CENI. Oui. Vous savez... Puisque c'est elle qui organise et supervise les élections. C'est-à-dire que son financement, le processus doit être organisé de manière à ce que les caisses, les comptes de la CENI soient garnis de façon à ce que la CENI aille chercher les moyens pour organiser les élections. Or, aujourd'hui, c'est le ministère de l'économie, des finances. Le ministère de l'administration territoriale qui joue le rôle de tutelle. Oui, la CENI est sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale, ce qui est très grave. Non, mais nous sommes dans un État organisé, structuré. Oui, ça dit tel que ça doit se passer, une structure indépendante, la loi doit prévoir un mécanisme après l'adoption du budget par la CENI, le processus doit être organisé de manière à ce que le président de la CENI aille présenter le budget de la CENI devant la conférence budgétaire nationale. Est-ce que vous voyez? Pour prise en compte du budget par l'État. Il ne s'agit pas de faire passer le budget de la CENI en tant que structure indépendante chargée d'organiser les élections par le ministère qui se fait maintenant tutelle. Lorsque le ministère se fait tutelle, le ministère impose tout ce qu'il veut à la CENI et c'est ce qui se passe. Mais quand même, vous qui animez la CENI le plus souvent, vous êtes des hommes responsables, assez responsables, pour quand même vous affranchir donc de cette tutelle. Non, de la loi. C'est pourquoi je dis la loi. Lorsque ce n'est pas nous qui allons nous affranchir, c'est la correction de la loi. C'est la réécriture. Ou bien c'est des dispositions de la loi qui doivent vous garantir cette indépendance. Voilà, c'est les dispositions de la loi qui doivent garantir cette indépendance aux membres de la CENI. Tel que, vous permettez, allez-y. Tel que ça se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à corriger au niveau de cette loi. Et les membres du RPT le savent. C'est ce qui les fait courir d'ailleurs. Non, aujourd'hui c'est unir. Non, bon, RPT unir. Mais ils le savent. Et je vais vous dire ceci. Quand vous prenez les recommandations de la CEDEAO, la feuille de route, le document original, paraphé et signé, c'est parce qu'il y a les deux. Vous prenez par exemple le point 37D. C'est dit, la conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral en vue... Non, bien avant ça. Je prends le point 38D. La conférence invite le gouvernement et les acteurs politiques à œuvrer en vue de l'adoption des réformes constitutionnelles en prenant en compte, entre autres, les points suivants. Et le point D, le renforcement du processus électoral. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire le renforcement? Le renforcement, oui. Le renforcement, je n'apprends le français à personne. Le renforcement du processus électoral, c'est la modernisation du processus électoral. Et qui parle de modernisation, dit réécriture de la loi électorale, le processus électoral.
Renforcement? Bien sûr. Non, ça veut dire qu'il y a peut-être les murs, la base est posée, les murs sont érigés. Alors finalement, il faudra renforcer peut-être avec des bétons pour pouvoir bien soutenir le mur. Cela veut dire que le mur était fait sur du sable. Je ne le sous-entends pas ainsi. D'après votre explication, ça veut dire... Oui, donc renforcer, ça veut dire donner encore plus de soutien à la chose. Cela veut dire qu'il faut moderniser le processus. Mais ça ne veut pas sous-entendre moderniser. Je vous dis ceci. Oui. Nous sommes en crise. Bien. Faure Gnassingbé s'est confié à ses camarades ou bien, j'allais dire à ses pairs de la CEDEAO. Bien. Alors, qui sont intervenus et qui ont écouté tout le monde. Et ils font la proposition de renforcer le processus électoral. Alors, ça veut dire que le processus a démarré quelque part et il faut renforcer un peu. Non, tu vas démarrer. Lorsque la CEDEAO demande, et nous sommes en période de crise, c'est à cause de la crise que Faure Gnassingbé est alors sollicité la CEDEAO. Dans ces conditions, j'allais vous dire, monsieur Joachim, les institutions, j'allais dire plutôt, les lois, il y a des lois de la République qui sont mises en veilleuse. Non. L'État doit fonctionner. Quand vous me dites, oui, mais pourquoi Faure Gnassingbé aller chercher la CEDEAO? Oui, c'est parce que le pays est en crise et il demande, venez nous donner votre main d'association pour éteindre le feu. Lorsque les gens trouvent des solutions pour régler la crise, on met la solution de côté. Non. À partir du moment où la CEDEAO est intervenue, c'est parce que la crise est sérieuse et qui peut embraser la sous-région que la CEDEAO est intervenue. Oui. Et lorsque des solutions sont préconisées, on doit en tenir compte. Cela veut dire que le code électoral aujourd'hui au Togo est mis en veilleuse. On ne me dira pas le contraire. On ne me dira pas le contraire. Le code électoral est mis en veilleuse. Bon. Il faut réécrire le code électoral. Sur quelle base? Maintenant, on a proposé de faire aussi la réforme au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc ça veut dire que la Cour constitutionnelle va être mise en veilleuse. Bien sûr, la Cour constitutionnelle. Non, mais finalement, l'État n'existera pas. Non, l'État existe. Oui, et comment? Dès lors que les institutions sont mises en veilleuse, comment l'État doit encore exister? Mais on doit prendre les dispositions pour reprendre les tests. On doit prendre les dispositions. Il faut une planification de manière à reprendre les tests dans le temps pour aller aux élections. Cette loi-là, le code électoral est mis en veilleuse. Le code électoral aujourd'hui n'est plus un code électoral en vigueur. Si tel était le cas, pourquoi en un français facile, les experts de la CEDEAO, disons les commissaires de la CEDEAO, ne l'auraient pas dit? Dis quoi? Ça là, le renforcement du processus électoral, c'est un terme approprié à un expert électoral. C'est un terme de la gouvernance électorale. Un terme diplomatique? Non. C'est un terme de la gouvernance électorale. Oui. Nous sommes ici en matière de gouvernance d'expertise électorale. C'est un terme approprié. Oui. Et pourquoi ceux qui sont à la CENI ne le comprennent pas comme tel? Mais au fait, ce ne sont pas ceux qui sont à la CENI qui sont concernés. Oui, mais en tout cas, le gouvernement est uni. Le gouvernement le sait. Et moi, j'avance. Lorsque je dis que le gouvernement sait que le code électoral doit être complètement réécrit, c'est pourquoi ils sont en train de courir. Je donne cet exemple sur le point 37, petit d. Oui. La conférence des chefs d'État exhorte le gouvernement à procéder à la révision intégrale du fichier électoral. La révision intégrale du fichier, ça veut dire quoi? Oui. Alors, révision intégrale du fichier. Oui. La révision intégrale du fichier. Et c'est annoncé d'ailleurs à partir du 1er au 8 pour la zone numéro 1 et maintenant pour la zone numéro 2, ce serait dans la deuxième quinzaine. Le gouvernement court parce que lorsqu'on va réécrire le code électoral, la manière dont ils ont l'habitude de procéder à la révision intégrale du fichier électoral sera mise en berne. C'est-à-dire que la procédure qualifiée pour un recensement intégral ou bien un recensement général n'est pas respectée. Ici, ce qui est dans le code électoral aujourd'hui. Dans le schéma actuel. Oui, dans le schéma actuel. C'est-à-dire que pour une révision intégrale ou comment on doit procéder, monsieur Akanti, pour que ce soit accepté par tous? Il y a 3 phases. Oui. Il y a une première phase qu'on appelle la phase censitaire. La phase censitaire. La phase censitaire. Oui. Cette phase-là, bon, j'ajoute pour être précis, la phase de la cartographie censitaire. Cette phase a toujours été expédiée à la CENI.
Parce que l'élément fondamental de la phase censitaire, c'est d'identifier la répartition des populations sur le plan national. Et lorsque vous identifiez, oui, c'est un des éléments de la phase censitaire, ça permet de savoir où la population est concentrée et où la population est dispersée. Et par rapport à cela, on prend les dispositions techniques pour le recensement. Parce que cet élément qui a toujours été expédié fait que le gouvernement, je veux dire, la CENI viole oui, est-ce que cette phase, en principe, doit prendre en compte peut-être le dispatching du matériel électoral pour faire le recensement quand il y a concentration ici ou non? Voilà. Non, c'est encore une question, moi je vous pose. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Si bien que lorsque vous n'avez pas ce tableau clair de la répartition démographique sur le plan national, on envoie le matériel de recensement n'importe comment. De façon, c'est ça qui nous amène à avoir une liste électorale qui n'est pas fiable. 1. 2. Il y a ce qu'on appelle aussi la seconde phase, la phase de recensement des citoyens. Oui. Avant la phase de recensement des citoyens, vous avez parlé de phase censitaire, la phase de la cartographie. Alors, maintenant, cette phase censitaire, vous disiez tout à l'heure qu'elle a été souvent bâclée, bon, disons expédiée. Oui. Alors, vous avez été à la CENI à plusieurs reprises. Est-ce que vous aviez eu à soulever ce problème une fois et cela n'avait pas été pris en compte? Écoutez, ou bien c'est aujourd'hui vous faites la déclaration? D'abord, vous dites juste ceci. La partie, c'est ce que nous appelons le recensement électoral national biométrique. Cette partie-là n'est même pas prise en compte par le code électoral. Oui. C'est devenu un secret de polichinelle aux membres de la CENI de piloter cette phase-là. Or, le code électoral doit prendre en compte, c'est-à-dire on doit énumérer, on doit rédiger, on doit intégrer dans le code électoral de bout en bout le processus de recensement électoral national biométrique. Ce qui n'existe même pas dans le code électoral. Ah bon? Oui. Vous voyez? Oui, mais quand même, on nous sort des cartes biométriques. Oui, on vous sort des cartes. Ça là, c'est un secret de polichinelle qui ne permet même pas à la population de suivre ce qui se fait à la CENI. Ça ne permet même pas. Ça, voilà les aspects. Mais toute la population n'est pas technicienne. Non, mais vous savez lire. Vous savez lire. Quand vous suivez l'évolution du processus électoral à la CENI, dès que la CENI fait une erreur, vous devez identifier que cette partie-là n'a pas été exécutée. Non, mais si, attention, nous n'avons pas droit, ou nous n'avons pas accès à la base de données, nous n'avons pas accès à ce fichier de manière électronique. Vous avez droit à connaître comment le processus évolue en tant qu'électeur, en tant que citoyen. De manière transparente? De manière transparente, pour apprécier ce qui se fait à la CENI. C'est votre droit. On ne peut pas ne pas le faire. Surtout compte tenu de la situation politique togolaise, on doit énumérer ces aspects-là dans la loi électorale. Voilà. Ce qui se fait, c'est devenu un secret de polichinelle aux membres de la CENI, même pas à tous les membres de la CENI. Moi, je me rappelle qu'à la CENI, il arrive des moments où tout le monde ne sait même pas ce qui se passe. Bien sûr. Les commissaires, je vous assure, ne savent pas ce qui se passe. Non, affirmation gratuite. Non, ça ne peut pas être gratuit. Moi, je sais de quoi je parle. Ça, donc, je mets de côté. Oui. Et maintenant, le point 2. Le point 2. La phase de recensement des citoyens, ça n'a jamais été fait au Togo. Mais monsieur, attendez, moi j'ai eu ma carte d'électeur. Non, ça veut dire ça. Aussi, vous en avez toujours. Non, ça c'est la phase du recensement électoral national biométrique, c'est-à-dire la phase d'inscription proprement dite des électeurs. C'est la troisième phase. C'est la troisième phase qui vous permet d'avoir accès à votre carte d'électeur. Voilà. Il faut d'abord, avant cette phase-là, la phase de recensement électoral. Pardon, la phase de recensement des citoyens qui est différente de la phase de recensement électoral des électeurs. La phase de recensement des électeurs. Donc, la phase de recensement des citoyens n'a jamais été opérée au Togo. C'est ce qui fait qu'on arrive... On a recensé le Togo, je crois, les Togolais en 2011, je crois, ce qui avait quand même permis aux Togolais de savoir que nous sommes passés de 5 millions à 7 millions. Vous savez, je parle sur la base du droit international qui a donné naissance à ce qu'on appelle la gouvernance électorale. Oui, mais moi aussi, je dis quand même que ONU, ou bien le PNUD, avait validé le recensement, avait accompagné d'ailleurs validé le recensement des citoyens qui avait eu lieu en 2011. Non, quelle validation. Je vous dis, allez-y. Je vous dis que pour que les choses soient normales, il faut aborder les 3 phases qui nous permettent d'avoir un recensement électoral fiable. Ouais, maintenant, la phase 2, vous avez dit le recensement des citoyens. Et maintenant, la phase 3, c'est la phase d'inscription ou bien
d'enregistrement des électeurs proprement dites. C'est ce que nous avons. Ça, ceux qui sont en âge de voter, oui. C'est eux qui sont enregistrés. Enregistrés là. Mais ça, par exemple, ça veut dire qu'à chaque élection, on doit forcément faire le recensement général de la population? Non, il y a quatre formes, ou bien quatre différentes formes de recensement des populations. Oui. Ici, là, on veut mettre de côté tout ce qu'il y a comme liste électorale, tout ce qu'il y a comme liste électorale, et recommencer à zéro. C'est ça qu'on appelle le recensement électoral général. Ça, là, on a besoin de faire ce qu'on appelle la cartographie censée, de faire le recensement des citoyens. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, à cette étape, si on ne fait pas, il y a problème. Il y a problème. Alors, et maintenant, à la phase 3. Je parle de la phase 3, c'est ça qui nous permet d'avoir notre carte électorale. Maintenant, je parlais de la phase de le recensement des électeurs. Vous voyez, en 2015, par exemple, les rapports ont dit qu'il y avait près de 72 à 75% d'électeurs qui sont enregistrés sur la base de témoignages. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous rappelez? On ne peut pas continuer par enregistrer les électeurs sur la base de témoignages dans ce pays. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut établir de cartes nationales d'identité, des pièces d'état civil aux citoyens avant que les citoyens n'aillent s'inscrire pour avoir leur carte d'électeur. Bien sûr. Il faut établir indubitablement, dans les conditions actuelles, à partir de la phase de recensement des citoyens. À partir de la phase de recensement des citoyens, on peut établir ce qu'on appelle les listes des requérants. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de pièces d'état civil. Pour qu'on puisse le leur établir. D'abord, le recensement dont je parlais tout à l'heure, c'est le 4e recensement qui avait eu lieu en 2010. Oui. Donc, je disais que on ne peut pas continuer par établir des cartes d'électeurs à des citoyens sans que ces citoyens aient leur carte d'identité, leur pièce d'identité. Oui, mais vous savez très bien, et vous le maîtrisez mieux que moi, qu'aujourd'hui, tout citoyen togolais dont son papa ou ses parents n'ont pas la nationalité, pour eux-mêmes, avant de l'établir, il faut débourser ne serait-ce qu'au minimum 50 000 francs. Non, le problème n'est pas là. C'est la responsabilité, ça fait partie du service public. C'est la responsabilité de l'État. Il appartient à l'État de créer les conditions à partir des principales phases du recensement électoral, surtout à partir de la phase du recensement électoral, de manière à établir la carte nationale d'identité aux citoyens, les potentiels citoyens capables d'aller aux élections. À travers quel mécanisme? Mais le mécanisme de la phase de recensement des citoyens. Oui. Lorsque, à la phase de recensement des citoyens, on établit la liste des requérants, ceux qui n'ont pas les pièces d'état civil. Et on met tout cela à la disposition des juges pour aller en audience foraine établir ces pièces d'état civil. Donc, une audience foraine. Bien sûr. Bien sûr. Oui, mais quand même, la CEDEAO a fixé un délai. Non. C'est-à-dire le 20 décembre. Oui. Et vous pensez qu'on va faire tout ça avant le 20 décembre? Non, écoutez, cette date-là, moi, je pense que c'est une date indicative. C'est nous qui avons une plaie. C'est nous qui souffrons de la plaie. On ne peut plus, sans faire les réformes, organiser des élections dans ce pays. Là, c'est ce qu'on se fout de la gueule des Togolais. On ne peut plus. Je dis qu'on ne peut plus organiser des élections dans ce pays sans faire les réformes. Ce n'est pas possible. Mais tout ce qui se passe là, c'est de la provocation. Provocation de qui? On provoque les citoyens. Ah, mais l'État dit, le mandat des députés actuels est arrivé à son terme. Avant que les gens ne représentent l'État, ils sont citoyens. Oui. Avant que les gens ne représentent... Et en matière électorale, c'est un consensus national. Il faut nécessairement un consensus national avant l'organisation des élections. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Les élections n'appartiennent pas à quelqu'un. Le pays est notre pays à nous tous. Le pays n'est pas la propriété de qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Avant d'organiser les élections, il faut nécessairement un consensus national. Ce n'est pas possible. Les gens se moquent de nous dans ce pays. Oui, mais M. Atanti Edem, que reprochez-vous concrètement à la CENI telle qu'elle est actuellement? Que reprochez-vous à la CENI telle qu'elle est actuellement? Je dis que la CENI aujourd'hui ne peut pas organiser des élections parce que la CENI n'a pas un code électoral. Le code électoral actuel est contesté. Il fonctionne quand même sur un code électoral. Ce code électoral est mis en veilleuse parce que contesté par les Togolais.
Faure Gnassingbé est allé chercher ses pairs pour trouver une solution à la crise. Des propositions ont été faites. Ils doivent respecter les propositions qui sont faites. Mais c'est comme ça. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est une obligation. Ce sont des propositions. Bien sûr. Qui nous engagent tous dans ce pays-là. Oui. Oui. Le UNI, le FPT et le gouvernement sont dans l'obligation. Ils sont dans... Mais quand les gens disent que c'est une proposition, la proposition devient une obligation. Parce que le pays est en crise. Lorsque les tests existent, avant que Faure n'aille chercher la CEDEAO. Les tests existent, le code électoral existe, la constitution existe, la cour constitutionnelle existe. Avant que Faure n'aille chercher la CEDEAO. Alors, on ne peut pas mettre maintenant tout ça là de côté et dire qu'on organise des élections. Ce n'est pas possible. C'est de la blague. La blague. Je dis bien que c'est la blague. Ah oui, mais quand même, le mandat des députés actuels au Parlement est arrivé à son terme depuis le 19 août. Et maintenant, il faut renouveler le Parlement. Mais il faut faire les réformes. Forcément. Il faut faire les réformes. Forcément. Bien sûr. Il faut forcément. Oui, et donc, le gouvernement dit les réformes seront faites avant la tenue des élections. De quelle manière? Le ministre Gilbert Barra l'a dit. De quelle manière? Avant de faire tout ce qu'il y a comme réforme, il faut planifier les actions. Il faut responsabiliser les gens. Qui doit prendre l'initiative? Qui doit prendre l'initiative? On ne sait. Le gouvernement peut envoyer un texte à la loi, de loi à l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas envoyer comme ça dans la cacophonie. Non. On ne peut pas envoyer des textes à l'Assemblée dans la cacophonie. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? On a déjà vécu des expériences. Le gouvernement avait envoyé un projet de loi. On sait ce que ça a donné. L'opposition a envoyé des propositions de loi. On sait ce que ça a donné. Non. Il ne faut pas que les gens se moquent de nous dans ce pays. Il ne faut pas que les gens se moquent de nous. Ce n'est pas possible. Alors, je dis et je répète que le code électoral est inveilleuse. La CENI ne peut pas fonctionner sur la base du code électoral. Et voilà que la CENI fonctionne. Parce que ce n'est pas une question... La CENI fonctionne, vous le constatez. Je vois que les gens s'accrochent à la CENI. Non. Les membres de la CENI, la CENI elle-même, c'est une structure qui pilote l'organisation des élections. Le code électoral prend en compte tous ces éléments. Et le fonctionnement et le pilotage, tout ça là. C'est tout ça que prend le code électoral, prend en compte. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est pas que la CENI. Donc je parle du processus du code électoral qui implique aussi la CENI. Et je dis que la CENI actuelle n'est pas assise sur une loi pour fonctionner. Le code électoral est en veilleuse. Alors, le code électoral est en veilleuse selon vous, mais je vous fais constater ceci. Oui. Les candidatures pour les élections locales seront reçues du 15 au 20 octobre prochain, celles des législatives du 22 octobre au 5 novembre. Les campagnes électorales, bien sûr, pour les locales et le référendum se tiendront du 30 novembre au 14 décembre et celles des législatives du 4 au 18 décembre prochain. Voilà donc la série d'activités annoncées par la CENI conformément à son cahier de charge, si je peux le dire ainsi. Or, vous dites que la CENI ne doit pas fonctionner, mais elle travaille. C'est de la cacophonie. Cacophonie. Ouais, c'est le dernier soubresaut d'un animal qui doit mourir. Vous voyez, quand vous tuez une poule là, ben vous ne voulez pas que la poule s'agite, tente cette... Ouais, c'est ça. C'est de la cacophonie, on ne sait même pas là où on va. Pourquoi dites-vous cela? Mais ça fait partie de ce que nous vivons. Je dis que organiser les élections, mais nous sommes partie prenante des élections. Pourquoi la CEDEAO ne constate pas les choses telles que vous le dites mais ici? Qui vous dit que la CEDEAO ne constate pas? Oui, mais quand même, les experts étaient là. Bon, pas les experts, mais disons, le président de la commission, tout comme les deux représentants des facilitateurs étaient là la dernière fois. Je dis le test, on ne peut plus être clair. Le test là, les recommandations de la CEDEAO là, on ne peut plus être clair. Quand vous êtes expert... Et à votre entendement, qu'est-ce qu'il a lieu de faire aujourd'hui vis-à-vis de cette CENI? Je dis, le gouvernement n'a qu'à prendre ses responsabilités. Faire arrêter ou bien comment? Mais le gouvernement doit faire arrêter ce qui se passe. À la CENI? Oui. Revenir en arrière? Revenir faire les réformes. Mais on vous a dit de prendre le train, puisque le train est déjà parti et ne s'arrêtera plus. Je ne connais même pas de train qui s'en va. Je n'en connais pas. Vous n'en connaissez pas? Non. Je ne connais pas de train qui s'en va. Le train de la CENI? Les gens ne peuvent pas continuer à se moquer de nous dans ce pays. Ce n'est pas leur propriété, le Togo. Le Togo n'est pas la propriété de qui que ce soit. C'est notre chose, à nous tous. Alors, à votre entendement, monsieur Attanti, oui. Vous pensez que les deux chefs d'État vont enjoindre le chef de l'État togolais d'arrêter le processus électoral en cours tel qu'il se déroule maintenant? Avant de répondre, oui. Permettez, on va servir les annonceurs
qui font toujours confiance à Victoire FM. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, Intervention par téléphone. c'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. 16.3 FM. Retour donc en studio avec notre invité, M. Abalo Idem Atanti. Il est le secrétaire national de l'ANC aux affaires politiques. Avec lui, nous parlons ce matin de la CENI. Alors, deux chefs d'État qui jouent la facilitation, le rôle de facilitateur dans cette affaire, disons dans la crise togolaise, sont attendus dans notre pays, le Togo. Pensez-vous que il leur reviendra d'enjoindre ou bien de demander au président togolais Fagne Gnassingbe de faire arrêter tout ce qui se passe à la CENI? Avant ça, oui. Monsieur Joachim, vous voyez, le gouvernement même et le chef de l'État exposent leur comportement malveillant. Pourquoi dites-vous cela? C'est-à-dire que nous sommes dans une démarche. La démarche telle que préconisée par la feuille de route de la CEDEAO, oui. C'est qu'il faut faire les réformes à l'Assemblée nationale, par voie parlementaire. Est-ce que vous vous rappelez? Bien sûr. Alors, à défaut... C'est ce que la feuille de route a recommandé. Voilà, à défaut. Et à défaut, ils ont nuancé. Ce qui veut dire que les réformes à l'Assemblée nationale seront empêchées par les représentants de UNI RPT à l'Assemblée nationale. Ça, il faut... À cause de la date du 16 décembre annoncé, oui, cela veut dire que... Oui, ils ont annoncé déjà le référendum, alors qu'aucun test pour le moment n'est envoyé à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que l'intention est de bloquer le processus à l'Assemblée nationale. L'intention? Oui. L'intention, c'est-à-dire que on va empêcher le vote des réformes à l'Assemblée nationale. Oui, mais quand même, la CENI étant une institution chargée d'organiser les élections, elle doit quand même prévoir ou prendre les dispositions en amont. Peut-être c'est une manière pour elle de prendre des dispositions pour ne pas être surprise. Depuis que les propositions ont été faites, oui. Quel échange a eu lieu entre ce pouvoir et nous? Au niveau de la coalition? Au niveau de la coalition, en tant que partie prenante. Il n'y a jamais eu de... Donc, bref, vous m'avez posé la question, les chefs d'État vont arriver. En réalité, avant tout, c'est une question togolaise. Ça nous concerne, nous, Togolais. Oui. Ça nous concerne, nous, Togolais, de prendre nos responsabilités. Nous, hier, sur nos antennes, nous demandions... bon, allez-y. D'abord, en premier chef, à la coalition. La coalition doit prendre ses responsabilités. Parce que tel que les choses se passent aujourd'hui à la coalition, c'est pas normal. Oui. Parce que, s'il vous plaît, est-ce que je peux terminer? Par rapport à la coalition, d'accord. Mais hier, nous interpellions ici, sur cette même antenne, le chef de file de l'opposition, oui. M. Jean-Pierre Fabre. Oui. Parce que, quoi qu'on dise, c'est le peuple qui l'a investi. En tout cas, une partie du peuple. Il a eu plus de députés à l'Assemblée nationale et la loi portant statut de l'opposition lui confère donc ce titre de chef de file de l'opposition. Étant une institution, en tout cas incarnant une institution, nous l'interpellions hier. Pourquoi il ne doit pas prendre son bâton de pèlerin et appeler directement, cette fois-ci ne pas écrire, mais appeler directement le président Fagne Gnassingbe et lui demander: Monsieur le Président, je voudrais bien sûr vous rencontrer pour que nous discutions en homme et en institution, en responsable par rapport à la situation qui prévaut dans le pays. Oui, avant de répondre à ça, je vais développer ce que je disais. Je disais que, en premier chef, la coalition des 14. Parce que, sinon, ce n'est pas normal. On ne peut pas me dire que sous prétexte qu'un parti veut installer ses bureaux sur le plan national et que ce parti ne veut pas participer aux manifestations et on bloque les manifestations. Mais ce n'est pas possible. Vous faites allusion à quel parti au niveau de la coalition? Je ne veux pas aller dans ces détails-là. Mais je dis que sous prétexte, mais tous les partis ont pour devoir d'installer leur bureau sur le plan national. Il y a encore cette guéguerre entre vous? Non, ce n'est pas une guéguerre. Et c'est quoi? Non, je dis, peut-être qu'on comprend mal les choses. Peut-être on assimile mal les choses. Je dis, tous les partis politiques ont pour devoir d'installer leur bureau sur le plan national. Bien. Et ce n'est pas parce que nous aussi, nous devons
installer nos représentants sur le plan national qu'on va empêcher la coalition de fonctionner. Mais Mme Adjamangoudia doit prendre ses responsabilités. Je l'interpelle. On ne peut pas continuer avec ça. Parce que c'est une question de population. C'est le peuple. Ça nous engage. Et si l'ANC aussi le fait, c'est la même chose. L'ANC ne peut pas dire à la coalition que je suis en train d'organiser ou bien d'installer mes bureaux sur le plan national. Donc attendez, quand je vais finir, on peut aller à la manifestation. Alors, revenez à ma question. Et que sur la base de ces éléments, on bloque les manifestations. J'interpelle Mme Adjamangoudia. Donc, autrement dit, la coalition a prévu des manifestations, mais un parti en interne prétestant, ou bien disant vouloir installer ses membres, ou disons ses bureaux, bloque les manifestations. C'est le pays qui est en danger. Parce que ce qui se passe, les gens disent que si on laisse, on s'en va, c'est comme si il n'y a pas encore d'unicité d'action. Mais non, le parti a choisi. Et on avance dans l'intérêt des populations. Et j'interpelle aussi la société civile à prendre ses responsabilités. Ça ne doit pas évoluer comme ça. Nous sommes en danger. Deuxième élément, vous dites que... Le chef de file de l'opposition. Le chef de file. Non. Au fait, c'est vrai que ça peut arriver, mais en réalité, après la sortie de ces recommandations de la CEDEAO, il revenait d'office, je dis bien d'office, au chef de l'État d'appeler les parties prenantes de la crise, surtout la coalition, et de voir dans quelles conditions et discuter pour démarrer, pour lancer le processus de réforme. Oui, mais le ministre Gilbert Bara disait la dernière fois qu'il vous a rencontré de manière informelle les 2, 3, 4 et 5 août. Juste au lendemain, on dirait, donc de la feuille de route de la CEDEAO le 31 juillet. Oui. Et ensuite, il avait dit toujours dans son interview que le ministre de l'administration territoriale a écrit à toutes les formations politiques et la coalition a balayé de revers de main cette invitation. Le représentant aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il lui revient en tant que chef d'État aujourd'hui, de prendre contact. Attendez, ce que Bara a dit, je n'ai pas cette information. Je ne peux confirmer cette information. Vous savez, vous connaissez ce pouvoir. Vous connaissez ce pouvoir. On dit des choses qui n'ont jamais été réalisées. Donc je dis qu'il revenait de Go. Donc le ministre de l'administration territoriale ne vous a jamais écrit? Non. Je dis, j'ai répondu par rapport à ça. Il ne revenait pas au ministre de l'administration territoriale de nous écrire. Non. Non. Ça dépasse. Vous avez dit à l'heure entre vous, Togolais, vous pouvez vous écrire. Non. Vous pouvez échanger entre vous. J'ai bien ciblé. Oui. J'ai bien ciblé la responsabilité. J'ai dit qu'il revenait au chef de l'État. Seul. Oui, de le faire. À l'État où nous sommes, il revenait au chef de l'État de prendre cette initiative-là. Maintenant. Et pourquoi? Est-ce que vous saviez si c'est lui qui avait instruit le ministre? Mais j'ai dit tout à l'heure, quel ministre? Si c'est lui qui avait instruit le ministre. Non, il va l'annoncer dans la lettre. D'accord. Il doit l'annoncer dans la lettre. Oui, il ne peut pas écrire une lettre. Mais vous n'aviez pas eu cette trace dans la lettre? Vous n'avez pas vu cette trace? Mais je dis, il doit l'énoncer dans la lettre. Ce qui n'a pas été fait. Alors, je dis aussi que le chef de file de l'opposition, vous savez, le dossier togolais a atteint un niveau très élevé. Le niveau de la CEDEAO. Et lorsque une personnalité, quelle qu'elle soit, se permet de tomber dans ce piège-là, d'interpeller le chef de l'État de manière, mais c'est comme si vous arrachez le dossier de la main de la CEDEAO. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas nous qui avons amené ce dossier-là au niveau de la CEDEAO. Mais lorsque vous demandez par exemple au chef de file de l'opposition d'aller faire quoi que ce soit, demain tout de suite ils vont renverser cette proposition que vous faites, dit que le chef de file de l'opposition est en train de dessaisir la CEDEAO du dossier, ce qui est très grave. Donc faites très attention. Donc parce que la CEDEAO a le dossier togolais en charge officiellement. Donc les Togolais ne peuvent plus prendre langue entre eux, discuter entre eux. Ils peuvent discuter entre eux. Je dis que nous sommes avec un pouvoir qui n'inspire pas confiance. C'est parce qu'il n'y a pas confiance d'ailleurs que nous sommes arrivés à cette étape-là. Le pouvoir n'inspire pas confiance pour aller
sur cette voie-là. Alors, avant de permettre aux auditeurs de pouvoir intervenir, si vous nous écoutez d'ailleurs, et puis vous voudrez bien sûr appeler le 22 21 80 99 ou bien 92 02 80 63 en précédant ces numéros de l'indicatif togolais le plus 228. Alors, monsieur Atanti, oui. La CENI fonce et vous vous dites, la CENI doit arrêter, mais elle ne s'arrête pas. Alors, est-ce que ça augure quand même un lendemain meilleur pour le vivre ensemble des Togolais? Mais qui en sera responsable? Qui en sera responsable demain? Nous étions en discussion pour améliorer la gouvernance politique nationale, ce qui a amené des crises. Le chef de l'État sollicite ses pairs pour l'aider à régler la crise. Les chefs d'État abandonnent leur pays, se rendent plusieurs fois au Togo. La CEDEAO envoie ses missions au Togo. Et en pleine discussion pour les réformes, vous engagez le processus électoral. Vous vous rappelez, lorsque le chef d'État ghanéen était ici, à maintes reprises, a dit qu'on ne peut pas être en dialogue pour qu'on organise les élections. Il le a dit plusieurs fois. Il le a dit plusieurs fois. Ah oui, mais quand même, le Togo reste encore le Togo. Oui, c'est pourquoi je vous dis que les Togolais vont prendre leurs responsabilités. Frédéric a une question à vous poser. Frédéric, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Joachim. Oui, vous avez certainement une question à poser à monsieur Atanti. Oui. Allez-y. Je suis content aujourd'hui d'avoir un membre de l'AMC et des plus hauts pour lui faire les remarques suivantes. L'AMC, conduisant le 2015, nous a dit 2 mois avant les élections présidentielles qu'il n'irait pas aux élections sans les réformes. L'ANC est allé à ces élections quelques jours après. Deuxième chose, le 4 2015, le jour où le président Fabre devait être désigné candidat, il était dans un boubou bleu unir. Alors, Frédéric, pour ne plus aller aux élections sans les réformes. Je profite pour le lui dire qu'il ne nous joue plus ce jeu-là. Parce qu'aujourd'hui... D'accord. Donc que l'ANC ne vous joue plus ce jeu-là, et vous avez été très bien compris. Pourquoi ils auraient dit pas de réforme, et puis ils étaient partis aux élections, et que M. Jean-Pierre Fabre aurait arboré un bleu unir. Alors, il va vous répondre tout à l'heure. Y a-t-il certaines couleurs que si vous êtes militant d'un parti, vous ne devez plus porter dans le pays? De toutes les façons, j'attends de voir si quelqu'un un jour de uni porte un jaune orange, et on va voir. Canidec. Bonjour, Joachim. Bonjour, cher ami. Monsieur Atanti, bonjour. Bonjour. Bon, super, monsieur Atanti. Oui. Je ne sais pas si vous avez suivi la CENI hier. Bon, les journaux en parlent aujourd'hui. La CENI a encore donné le ton hier sur les élections locales et sur le référendum. Et elle est même allée fixer la date du référendum. Bon, est-ce que vous avez... Bon, tout donne l'impression que la CENI, elle autre, a déjà le test référendaire. Et vous l'avez? Bien, la question est posée. Il va vous répondre dans un instant. Alors, monsieur Gado. Bonjour, monsieur Joachim, bonjour à votre invité. Oui, bonjour. Bon, moi, je crois qu'il a un piège. Regardez, si par exemple, l'UNI fonce pour faire les élections, parce qu'ils ont la forme, les armes et tout ça. Bon, maintenant, l'ANC, le dos au fil. Évidemment, là, Agbom est là, il peut devenir chef de file de position, peut-être un plan. Ou bien c'est très, très important cela. Un plan. Bon, deuxièmement, qu'est-ce que les gens vont passer du Togo à l'extérieur? Pays de même, comme on l'avait dit, bouche, et puis pour dire comment, c'est honteux. Mais c'est bon journée. La question ne l'a pas perçue visiblement dans votre énoncé intervention, mais bon, de toute façon, notre invité saura comment vous répondre. Monsieur, c'est Jacques, bonjour. Bonjour Joachim. Oui, comment allez-vous? Oh, la togolaise, hein? Oui, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Oui, bonjour. Bon, on brandit notre souveraineté en faisant les choses comme on veut, mais pourtant on est allé chercher les gens de l'OUA et la CEDEAO. Bon, pourquoi on est allé chercher ces messieurs-là? Bon, je veux savoir, est-ce que la CEDEAO, moi je disais toujours que je n'attends rien de cette CEDEAO.
est-ce que la CEDEAO a attaché les bras des opposants sur les sites 14 et il dit au gouvernement de leur donner des coups dans leur figure? On annonce des choses ce matin, vraiment, je suis sidéré. Merci. Merci, Jacques. Et nous allons prendre le dernier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. À qui avons-nous honneur? C'est M. Ayaovi. D'accord, Ayaovi, nous écoutons. Moi, ce que je veux savoir maintenant, notre président qui est parti chercher maintenant le CEDEAO. Alors, c'est la crise qui est maintenant sur le Togo. Je ne sais pas si le pays est déjà a dit que la crise est terminée et il continue toujours. Moi, c'est ça que je veux savoir. D'abord, et le deuxième point. Je veux savoir maintenant ceux qui sont partis maintenant au Bénin et au Ghana. Est-ce qu'ils vont revenir avant que nous allons faire le recensement? C'est ça que moi je veux savoir. Oui, justement, par rapport à la première question, la fin, je ne vous ai pas très bien suivi. Je dis que c'est notre président qui est parti chercher la CEDEAO. Oui. Je ne sais pas si la crise est déjà terminée et la CENI continue maintenant à travailler. D'accord, bien sûr. Je crois maintenant que la crise n'est pas encore terminée. Merci. Mais continue maintenant à travailler. Je ne sais pas sur quelle base il continue à travailler. C'est ça que moi je veux savoir. D'accord, et vous aviez parlé aussi des réfugiés au Ghana et au Bénin. Allô? Le dernier intervenant que nous devrions normalement prendre est parti. Et alors, monsieur Atanti, le dernier intervenant, Ayaovi dit, c'est le chef de l'État qui est allé chercher ses pairs de la CEDEAO pour venir résoudre la crise togolaise. Mais aujourd'hui, la CENI travaille, fonce à une vitesse vertigineuse. Est-ce que la crise est terminée? Peut-être. Bon, est-ce que la crise est terminée? La crise n'est pas terminée. La crise est là. La crise est toujours là? La crise est là, puisque les réformes n'ont pas été réalisées. D'accord. Oui, mais quand même, réalisée. de quelle marge de manœuvre disposez-vous pour faire arrêter la CENI au juste? Non, je dis, je l'ai dit tout à l'heure, je me suis prononcé sur la question. Ouais. Je dis, non seulement la coalition doit prendre ses responsabilités, et je dis qu'on ne peut pas bloquer le fonctionnement de la coalition sous prétexte qu'un parti politique membre de la coalition dit qu'il doit aller installer ses bureaux sur le plan national et qu'il faut attendre qu'il termine d'installer ses bureaux avant qu'on démarre les manifestations. Ce n'est pas possible. Et aussi, c'est une cuisine interne. Non, à écoutez, vous, à la coalition. Ça dépasse. Mais donc, ce que autrement je dis, dit, c'est rien que les manifestations qui vous permettront de faire arrêter la CENI. Mais à partir du moment où le pouvoir ne veut pas respecter son engagement. Oui, mais le ministre Barra vous avait déjà averti en disant il n'y aura plus jamais le 19 août au Togo. Qu'est-ce qu'il attend par là? D'accord. Il va tuer tous les hommes. Et tous les Togolais seront déjà morts. Oui, mais c'est faisant. Aujourd'hui, tel que la CENI fonce, monsieur Atanti, est-ce que vous ne risquez pas de faire l'expérience du passé, pas de réforme, pas d'élection, et après on y va? Oui, vous savez, je suis désolé que les gens font semblant de revenir sur une telle situation. L'ANC n'a jamais déclaré unilatéralement qu'elle n'ira pas à une élection en 2015. Non. En 2015, ce n'était pas ça. Nous, on était prêts pour aller aux élections. Bon, la question de ne pas aller aux élections s'est posée en 2013. 14, je crois. 2013 pour les élections législatives. On en parlait quand même des réformes, pas de réformes, pas d'élections, etc. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Très rapidement, le temps aussi. Donc, le problème s'est posé en 2013. Et alors, c'était au CST qu'on avait décidé de ne pas aller en chose là. Mais par la suite, les collègues, les autres partis ont décidé d'aller, et tout le monde était allé aux élections. Et il y avait l'ambassadeur américain, Robert Whitehead, qui vous avait aidé avec le concours de maître de Monseigneur Nicodème Barriga. En 2015, des partis politiques ont décidé de ne pas aller aux élections. Il n'y a jamais eu une entente entre nous. Et l'ANC n'a jamais dit qu'elle n'ira pas aux élections. Les partis ont décidé de ne pas aller aux élections. Nous, on était allés aux élections. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un piège? Parce que la question de savoir, est-ce que l'expérience du passé ne risque d'être rééditée cette fois-ci, parce que Obu et le Net sont aux aguets pour devenir chef de file de l'opposition? L'ANC va se laisser faire? Je voudrais répondre ceci. La fonction de chef de file de l'opposition n'est pas destinée à l'ANC. C'est une fonction qui est destinée. Donc, vous allez vous laisser faire à tous les partis politiques. Ce que je voudrais dire, je demande pour cette question que les Togolais prennent leurs responsabilités. Parce que c'est le pays qui est en danger. Vous avez déjà le test référendaire? Ben voilà.
on a annoncé la date du référendum. On n'a pas Est-ce que le test référendaire, du moins, au niveau des députés, vous l'avez déjà? Puisque nous n'en savons pas comment les gens veulent opérer les réformes, comment on peut avoir une idée du test référendaire? Comment ça peut se passer comme ça? Donc, il faudrait que les gens prennent leurs responsabilités, tant au niveau de la coalition, je me répète, tant au niveau de la société civile et de la population elle-même. Alors, les réfugiés au Ghana et au Bénin, ils vont revenir? Bon, la question là doit être posée au gouvernement. Et mais M. Jean-Pierre Fabre aurait arboré un bleu uni. Est-ce que c'est une question qu'il faut poser? C'est l'auditeur qui dit. C'est une remarque qu'il fait. Il faut faire comprendre à l'auditeur que ce n'est pas parce qu'on est militant d'un parti politique qu'il faut choisir rien que les couleurs de ce parti politique-là. Non, que ça ne se fait pas comme ça. Donc, autrement dit... Donc, il a mal compris alors la politique. Autrement dit, les gens de l'ANC peuvent porter aussi un bleu qui s'apparenterait au bleu unir. Mais la couleur de même que les gens de Unir peuvent porter un jaune orange qui s'apparenterait au jaune ANC. La couleur bleue, elle est destinée à tout le monde. Elle est destinée à tout le monde. À des partis politiques. Nous sommes à la fin de l'émission, monsieur Atanti Idem. Oui. Votre mot de conclusion par rapport à tout ce qui se passe et notamment les responsables de la CEDEAO qui incessamment seront dans nos milieux. Oui. Ce que je voudrais dire directement tout de suite aux responsables de la CEDEAO, c'est que d'accord qu'on peut avoir des experts. Lorsqu'on dit que les experts viendront travailler à la CENI, je ne sais de quelle CENI il s'agit-il. Parce que les experts doivent connaître la loi électorale qui doit gérer la CENI. Aujourd'hui, cette loi électorale est enveilleuse. Est-ce que c'est à la CENI qu'ils iront corriger la loi électorale, modifier la loi électorale? Moi, je ne comprends pas. On dit que les experts électoraux iront travailler à la CENI. Alors que le code électoral, aujourd'hui, là, c'est un code qui est en veilleuse. C'est à la CENI qu'ils ont corrigé la loi électorale. Moi, je ne comprends pas. Il y a une contradiction que je ne comprends pas. Il faudrait que la CEDEAO clarifie. La CEDEAO doit clarifier cet aspect-là. Puisque la loi électorale actuelle est en veilleuse. Est-ce que c'est à la CENI qu'on ira corriger, réécrire la loi électorale? Mais quand même, oui. Si tout compte fait, tout se passe et que les élections aient lieu, l'ANC n'est pas dans la disposition ou la posture de boycotter. Vous dites? Si tout compte fait, oui. Les élections sont toujours maintenues. Oui. L'ANC ne serait pas dans la posture de boycotter. Pourquoi? Puisque les réformes ne seraient pas encore réalisées. Tant que les réformes ne sont pas réalisées, on ne peut pas aller aux élections, ce n'est pas possible. Alors, je voudrais dire encore compléter ceci. Très, en quelques secondes, s'il vous plaît. J'ai dit tout à l'heure que la loi électorale actuelle est une loi qui est en veilleuse. Sur quelle loi fonctionne la CENI actuelle? 1. 2. Pour aller aux élections, il faut une liste électorale. On n'a pas de liste électorale. Pour aller aux élections législatives, il faut un cadre électoral. Un découpage électoral. Le découpage électoral actuel est dépassé. Bon, il y a tout un tas de choses. Donc tout est à refaire selon vous, monsieur Idem. J'en appelle à la coalition de prendre ses responsabilités. Merci, monsieur Idem Abalo Atanti, merci d'être venu chez nous. Merci, c'est moi qui vous. Voilà, c'est fini, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Nous sommes bien évidemment, je l'ai dit, mardi 19. Voilà, mardi 19 septembre. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci Romy Adelansou de nous avoir accompagnés également du côté de la gazette du Togo.com. Mais sans IT, techniquement parlant, vous étiez là au point ce matin avec Kodjo Tevi à côté. Jacob Ahama, Ernestine Akogo vous retrouve tout à l'heure sur le coup de 9h pour le journal en EV. À 13h, nous serons là tout comme à 18h. Mais l'émission qui s'achève vous sera rediffusée à 22h. Bonne journée à toutes et à tous.